Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la 300e vidéo. Vous pouvez brûler un cierge, on est trop content. Vidéo spéciale en podcast avec une membre d'un podcast dont je n'ai absolument pas fait la promotion jusque-là, qui s'appelle Lumière sur Toile. Je mettrai sur les commentaires et dans la description évidemment les références parce que c'est un podcast qui naît et qui parlera d'art et pas seulement de cinéma. Et j'appelle donc à la barre Jasmine qui va peut-être nous dire bonjour si elle est polie, on ne sait pas. Bonjour. Visiblement, elle est dans un bon jour, donc on est content, puisque nous allons parler aujourd'hui d'un film que nous avons vu au cinéma, le 28e long métrage des studios Pixar, à savoir, vas-y, tu peux balancer le titre, quel honneur. Vice versa 2. C'est aussi pour s'assurer que, oui, que les invités suivent bien ce qui se passe. Hein. J'avoue que j'aime bien faire ça régulièrement, mais on est content comme ça. Un film qui fait suite au premier opus qui était sorti en 2015, et cette fois-ci, le réalisateur qui était Pete Docter, qui a réalisé entre-temps Soul, que Jasmine a apprécié, que moi j'ai moins apprécié. Ouais, restons calmes. Ouais. Cette fois-ci, Pete Docter, il produit seulement, et on a un réalisateur qu'on ne connaissait pas, qui s'appelle Kingsley Mann, qui débarque avec des scénaristes qui sont complètement inconnus au bataillon également. Et alors, en gros, nous avions précédemment des émotions dans le cerveau, le quartier général, cérébral d'une fille, d'une jeune enfant qui s'appelait Riley, qui s'appelle toujours Riley d'ailleurs, qui désormais maintenant a 13 ans. La puberté arrive, nous avons toujours les mêmes émotions que dans le film précédent, c'est-à-dire joie, tristesse, colère, dégoût et peur, avec un casting, faut préciser, vocal qui est quand même assez impressionnant. On a du Charlotte Lebon, on a du Gilles Lelouch, on a aussi quand même Pierre Ninet, qui en plus de jouer Monte Cristo, nous revient décidément dans 15 000 films par an, donc on est content. Et nous avons désormais de nouvelles émotions qui débarquent, portées par la merveilleuse voix de Dorothée Pousseau, qui a vraiment beaucoup plu à Jasmine visiblement, elle nous en parlera peut-être, qui joue donc Anxiété, qui débarque avec ennui, envie, embarras et un petit peu nostalgie. Et forcément, ça fait un petit peu beaucoup d'émotions pour une seule petite fille, enfin petite fille, elle a maintenant 13 ans, donc pré-ado, voire elle entre un peu dans l'adolescence, on va dire. Elle est très fan toujours de hockey, et là, il est question pour elle, avec ses deux meilleurs amis, de partir 3 jours en stage au lycée, si on a bien compris fonctionnement scolaire, on n'est pas trop sûr aux États-Unis, mais visiblement c'est ça. Et bien sûr, elle va essayer de gravir les sommets, mais les émotions vont-elles suivre le mouvement parce que l'enjeu, évidemment, c'est à nouveau la personnalité de Riley et son bien-être. Et je vais demander à Jasmine, alors j'ai 3 questions, Jasmine, c'est compliqué. Hein. Tout d'abord, est-ce que tu aimes en général les films d'animation? Ensuite, petit B et d'une et de deux, attention, prépare-toi. Et de deux, est-ce que tu aimes bien plutôt Pixar? Et de trois, est-ce que Vice Versa 1 t'avait plu? Est-ce que tu as tout retenu? Sinon, c'est pas grave, je te le redirai à chaque fois. J'adore les films d'animation, c'est un peu par ça que que je suis entrée dans le cinéma. Depuis toute petite, je suis fan de ça, comme de passer par Heidi, par les Ghibli et par les Pixar. Et en passant par Pixar, justement, j'adore les films Pixar, notamment Soul, que toi tu n'as pas aimé. Il faut que je regarde absolument ta vidéo de pourquoi tu n'as pas aimé ces films. Et la question, je pense que c'était la question numéro 3, et j'ai oublié la question numéro 2. Ah oui, non, vice versa. Numéro 1, du coup, le premier film. Oui, bien évidemment que je l'ai bien aimé. Justement, j'avais très hâte de voir le film 2, la suite donc, pour savoir un peu qu'est-ce qu'ils allaient proposer de nouveau, qu'est-ce qu'ils allaient faire ensuite, parce que c'était un film qui était beaucoup apprécié. Comment ils allaient s'en sortir et réussir à atteindre du coup les espérances du public. Tout à fait. Et là, maintenant, tu peux embrayer sur ton avis sur Vice Versa 2. C'est une dissertation, hein, notre podcast. Alors moi j'ai beaucoup aimé ce film, il était très plaisant à voir, j'ai vraiment passé un excellent moment. Il y a des moments aussi qui sont très drôles et c'est vraiment le comique de Pixar qu'on ressent bien dans ce film-là, même s'il est quand même moins présent que dans d'autres films, j'ai l'impression. Il y a aussi peut-être quelques petites références dans le film qui sont très cool au premier film de Vice Versa. Je pense que je peux comprendre certains avis qui sont peut-être potentiellement être un peu négatifs sur le film, mais en soi, globalement, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film, j'ai passé un excellent moment au cinéma. Un avis très concis pour l'instant, j'ai envie d'attendre ton avis à toi, et après, discutons autour de ça. D'accord, ça y est, elle prend pas sur le podcast, bien joué. Oui, très bien, je suis invité, donc je donne désormais mon avis. Oui, moi j'ai vraiment apprécié le film également, j'avoue, et moi ce qui me marque beaucoup, et là on n'est peut-être pas tout à fait d'accord, c'est que pour moi le film est tellement axé sur la comédie justement, que c'est pour moi l'un des Pixar qui joue le plus cette carte-là justement. Donc moi j'ai beaucoup rigolé, de toute façon on était ensemble, hein, bien rigolé, c'est moi qu'on puisse dire. C'est complètement idiot, mais tellement drôle en fait que t'es pris quoi, tout simplement. Après, moi, c'est vrai que j'ai aimé le film, mais j'ai moins aimé que Vice Versa 1 pour le coup, parce que Vice Versa 1, je trouve que c'était un film qui m'avait
qui m'avait beaucoup plus ému en soi. C'est-à-dire que là, le film essaye, et en soi, je pense qu'il y parvient, je pense qu'il a vraiment la même efficacité. C'est juste que c'est une suite, et que j'ai senti peut-être un peu l'effet de répétition, c'est-à-dire qu'à peu de choses près, finalement, quand même, la structure et la construction du film restent un peu la même, quand même. Et j'avoue qu'il m'a manqué ce petit moment où j'ai été surpris plus que ça, parce que pendant tout le film, en fait, je me suis dit, bon, je vois l'idée, hein, Pixar, moi j'aime beaucoup parce qu'il y a un double niveau de lecture, donc il y a les enfants qui, quand je l'ai revu le film, parce que j'ai revu le film, là, il y avait pas mal d'enfants, dont un qui m'a tiré les cheveux, d'ailleurs, j'ai pas trop compris le délire pendant le film, mais bref, ils étaient, ouais, c'était bizarre, mais pourquoi pas, il l'a fait qu'une fois, il a compris, ça allait vite me saouler quand même, mais bon, c'est comme ça, je coupe les cheveux, c'est tout. Ça peut plaire aux gamins et ils sont là, mais je pense que quand même, vice versa 1, et peut-être un peu moins le 2, mais sont quand même plus susceptibles de plaire à des adultes. Mais là, c'est vrai qu'en tant qu'adulte, du coup, j'ai pris comme référence le film précédent et j'ai un peu vu venir, on en reparlera après, mais l'idée thématique derrière, quoi, concernant l'anxiété et joie. Ce sont des films, je mets les deux dans le même panier, mais qu'on peut pas comprendre malgré tout complètement en le voyant juste une fois. Là, le deuxième revisionnage là, de ce vice-versa m'a été particulièrement profitable, je dirais. Vice versa, c'était vraiment quelque chose de nouveau, de parler des émotions comme ça et de faire un quartier cérébral et créer tout un univers énorme autour de ça. Je pense que oui, bien évidemment, la première fois, j'étais plus émue, enfin plus touchée par ce film. Pas touchée, mais c'est parce qu'il y avait la surprise qui joue énormément dans le premier visionnage de cet univers-là, qui du coup est moins présent maintenant parce qu'on connaît l'univers, on sait de quoi ça va parler et on sait vers où ils vont nous mener. Mais j'étais quand même super surprise par rapport à la nouveauté du coup qui est l'estime de soi. Au Oui. début, j'ai eu un petit peu d'appréhension dans le sens où je me suis dit bon, il répète un peu la chose ou la première fois, pareil, il y a les émotions, ça sert à créer des souvenirs qui sont un mixé d'émotions. Et là, c'était la même chose avec l'estime de soi, mais l'estime de soi, je trouve ça vraiment cool en soi qu'il ait mis parce que c'est souvent quelque chose qui est dans notre société est assez sous-estimé, qui maintenant, au fur et à mesure, surtout les générations qui sont un peu, je vais me sentir un peu vieille à dire ça, mais c'est qui sont avant nous, après nous, pardon, ont peut-être conscience un peu plus d'estime de soi et de confiance en soi que nous, on n'a pas forcément eu quand on était en primaire, par exemple, et que je trouve super intéressant parce qu'il faut justement la mettre en avant. Même si ça a un côté un peu répétitif du scénario qu'on a vu dans le premier. Mais en soi, je trouve ça quand même super intéressant de travailler de parler de ça et de mettre en avant ça. Et j'étais vraiment très surprise au mix des des différents souvenirs qui créaient une estime de soi et que ça marchait quand même et que ça créait une personne. Que bah oui, rien n'est voué. Ok, on peut avoir des échecs, ok, on peut avoir des traumatismes ou autres. Bah c'est pas grave, ça fait nous et on avance comme ça et on se construit comme ça. Et je trouve ça vraiment un fin message au niveau de la morale, en fait, qui est super intéressant parce que justement, ça change de morale habituelle où oui, j'ai un rêve, je vais réussir mon rêve, etc. Il faut travailler pour réussir à atteindre son but, etc., son projet. Là, c'est vraiment quelque chose qui est totalement différent, c'est vraiment quelque chose qui est très individualiste en soi. Et pourtant qui est super important parce qu'on peut potentiellement l'oublier, cette estime de soi. Ouais, complètement. Je préciserai qu'on spoil le film ouvertement, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai qu'en parallèle de Vice Versa 1, où l'idée c'était de dire que la vie est faite d'à la fois de moments de joie et de tristesse, c'est-à-dire que les deux sont toujours intimement liés. Là, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est vraiment que finalement, il te faut à la fois des souvenirs positifs et négatifs. Sinon, enfin, concrètement, ça ne crée pas une personne, vraiment. C'est compliqué. En termes de personnalité, on n'y est pas spécialement. Et ça, c'est super intéressant, parce que tu vas voir d'un côté, donc, et ça, tu vois dès le début, le personnage de Joie qui va expédier dès qu'elle le peut, les souvenirs négatifs et qui va les renvoyer dans une zone un peu grise, lointaine. Et ça, c'est bien parce que malgré tout, en effet, on a un univers qu'on connaît, mais tu l'étends. Alors, ça, c'est vrai que c'est un avantage, c'est que le film, quand même, essaie d'étendre l'univers ou revisite différemment des endroits. Et c'est bien joué parce qu'en fait, ça dépend de l'évolution du personnage de Riley. Donc, à partir du moment où on reste avec le personnage de Riley, c'est un personnage qui est quand même hyper positif en soi. Enfin, je veux dire, il lui arrive plein de pépins, bien sûr, mais je veux dire, c'est pas une tueuse en série, par exemple, c'est pas une sicaire, imaginons. Donc, malgré tout, censé rester un personnage très positif. On pourrait, cela dit, petite digression, mais on pourrait envisager quand même plein de films vice-versa où tu pourrais te retrouver avec des gens qui sont beaucoup moins recommandables et ça pourrait être hyper intéressant également. Enfin, je trouve ça d'une richesse assez folle. Ça pourrait être intéressant de faire des courts-métrages comme ça sur des mini-séries comme ça pourrait être très cool. Mais est-ce qu'ils vont partir sur ce projet-là? Pourquoi pas, mais ça serait cool. Mais oui, je comprends ton avis. Et ce qui est aussi intéressant, je t'ai coupé un peu la parole, je suis désolée. Vas-y. C'est c'est aussi l'aspect où, dans le premier, ils ont pas mis
qui sont pas trop mis en avant, c'est que les émotions, ok, ça fait partie de toi, mais c'est pas totalement toi. Il y a des émotions, au moins, c'est vraiment en recul. Ok, on laissera elle faire. Elle sait ce qu'elle fait, elle va réussir. Et du coup, Oui, je trouve ça aussi super intéressant que les émotions, c'est pas forcément que toi. Il y a plein d'autres choses qui font partie de toi, qui font que toi, tu es toi. Comparé au premier film où il y a vraiment les émotions qui guident un peu presque tout le temps Riley. ça faisait plus marionnettiste dans Vice Versa 1 que ce n'était le cas ici. Et c'est vrai qu'à un moment, il y a un dialogue qui est intéressant, justement, c'est le moment de la morale, où justement, Joie, donc j'essaie de bifurquer pour finir malgré tout ce que je voulais dire, c'est-à-dire que Joie, donc elle veut se focaliser seulement sur les souvenirs positifs et Anxiété seulement sur les souvenirs négatifs. C'est vraiment comme ça qu'on peut résumer basiquement la situation et c'est super intéressant en soi. Et c'est intéressant parce que donc la morale, c'est de Joie qui dit donc à Anxiété, qui comprend à la fin, tout simplement, que dans l'idée, on est clairement pas là pour les téléguider, justement, elle dit, on doit la laisser faire. Et ça m'a marqué, ça, je me suis dit, mais c'est bizarre parce qu'au regard du premier film, je n'avais pas compris le premier film comme ça, justement, j'avais un peu ce sentiment, c'est ça, d'émotion qui dictait un petit peu Riley, et Riley n'était pas vraiment un personnage, en fait, c'était plus, c'est ça, le robot en fait des émotions. Et là, je trouve que c'est vrai que c'est une évolution qui est intéressante par rapport au film. Et personnellement, ça m'avait pas fait ça lors du premier visionnage parce qu'on était un peu en mode récréatif. Et tant mieux, c'est important aussi. Mais là, à un moment, je me suis pris un coup dans la figure. Je me suis dit, l'espace d'un instant, j'étais dans un délire, je pense, un peu, c'était métaphysique et un peu métacognitif même. J'étais en train de me dire, mais comment ça se fait que le moindre de mes gestes se déroule comme ça, justement? Je suis parti très loin. Donc, bon, j'avais déjà vu le film, donc ça aide en fait à partir loin, parce que du coup, c'est pas grave. Au pire, tu rates 5 minutes, t'es un peu ailleurs et tu reviens. Mais je suis parti là-dedans et je me suis dit, ouais, le film est quand même d'une richesse, c'est fou, quoi. Enfin, à ce niveau-là, je trouve qu'il, enfin, t'as pas besoin, je veux dire, d'être une adolescent de 13 ans pour te dire, oh mon Dieu, je m'identifie au personnage de Riley, pas du tout. Enfin, et puis je sais pas ce que t'en penses, mais moi j'adore, pourtant on les voit pas tant que ça, mais les personnages des adultes ou même ses amis qui ont aussi des émotions et qui ont des émotions donc, bah, qui sont toujours un peu les mêmes au final. Bah, j'ai trouvé ça, je sais pas, il y a un côté tellement apaisant, rassurant là-dedans, je sais pas. Même si ça parle d'anxiété et que c'est terrible et qu'il y a des crises de panique et bien sûr tout cela, hein, bien sûr. Je suis d'accord avec toi et en plus de ça, même que ce soit un film du coup qui est destiné au grand public, je trouve ça super intéressant parce que ce soit pour les petits ou pour les grands, ce film nous apporte une sorte de mise en recul sur nous-mêmes. Je sais pas si c'est volontaire ou pas parce que du coup tu t'en parles donc toi aussi ça t'a fait cet effet-là. Mais il y a vraiment une mise pendant le film en fait tu te dis ah ok mais et moi comment je fonctionne et moi comment je fais ça et comment je gère ça et ok à quel moment ça m'est arrivé ce genre d'émotion, ce genre de sentiment et ah putain j'aurais pu faire ça à la place et c'est super impressionnant pour juste un film d'animation qui dure du coup je sais plus combien de temps elle dure où en fait tu te poses 15 000 1h30. questions un peu existentielles en 1h30 justement et t'es en mode, ok, bah, c'est quand même une sacrée baffe dans la gueule comme film. Même si y a ce scénario qui est répétitif et qui, moi, au final, enfin, que, oui, au final, ne me dérange mais absolument pas. Oui, après non, moi ça m'a pas dérangé non plus, mais c'est vrai que là en revoyant le film, en fait, j'ai beaucoup plus apprécié le pré-climax parce que tout le climax à la fin, c'est de montrer que Riley, c'est un personnage qui s'est complètement perdu à cause de l'anxiété et elle fait une crise de panique démente et là, c'est un bazar monstrueux dans sa tête. Là l'adolescence, la puberté, enfin là tout se mélange, c'est un peu le fiasco absolu dans sa tête et c'est vrai que bah là tu peux quand même assez facilement en fait t'identifier au personnage ou à la détresse quoi, disons. Enfin, je veux dire, si tu es un peu empathique quand même, je vois difficilement comment tu peux rester de marbre face à cette scène-là quand même. Mais c'est tout ce qui arrivait en fait un peu avant. Mais finalement, là, en le revoyant, je me suis dit, c'est quand même normal que ça prenne son temps pour en arriver là. Parce que moi, j'avais en fait le sentiment, et j'étais pas le seul, je sais que je suis pas le seul à avoir eu ce sentiment, que cette crise de panique, elle arrive un peu tardivement dans le film. Mais en fait, c'est parce qu'on est habitué, pour moi, hein, je pense, tu vas dire ce que t'en penses, on est habitué à des films d'animation où tu as des méchants, en fait. C'est-à-dire, c'est toujours ça, en fait. Les gentils contre les méchants. Donc, en fait, tu as un parcours pour ton héros qui va quand même dépendre vachement de ce qui va arriver aux méchants et de la confrontation. Donc, c'est un peu ça que tu attends. Et là, c'est pas le cas du tout, parce qu'en fait, moi, ce que tu vas me dire ce que tu en penses, mais moi, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est que pour moi, il n'y a pas de méchant. C'est-à-dire qu'Anxiété, c'est une anti-héroïne en soi, si on veut, quoi. C'est plutôt ça. C'est-à-dire, elle se plante dans son idée, mais elle a des bonnes causes derrière. C'est-à-dire, elle veut quand même le bien-être, mais elle le fait très mal de Riley. Ça, c'est quand même le point. Et puis, on a plein de moments où je me suis dit, dans un film beaucoup plus classique, on tomberait dans des travers. Il y a tout ce délire de Riley qui veut obtenir justement, tout simplement, une place dans l'équipe de hockey du lycée. Et il y a un cahier, enfin, il y a un cahier ouais, qui est dans un bureau et elle voudrait pouvoir savoir
grâce à la prise de notes de la coach, si elle va être retenue ou pas. Et tu sens qu'il y a les copines un peu derrière qu'elle commence à se faire, qui sont là à lui dire, ah, regarde ce carnet, tout ça. Et t'as l'impression, moi, j'ai juste l'impression que les méchantes, ça allait être justement ces nouvelles copines qui essaient un peu de l'embobiner pour parvenir à leur fin. Mais pas du tout, en fait. C'est pas du tout l'idée, en fait. C'est comme tu l'as dit, c'est individualiste, enfin, c'est intimiste, quoi, je dirais. C'est très personnel. Ça dépend, enfin, tout tourne autour d'elle. Non, De je suis Ray. tout à fait d'accord avec toi. Et moi, c'est cet aspect où il n'y a pas de méchant du tout dans le film, il n'y a pas de gentil, c'est juste une enfant, enfin une préadolescente qu'on voit évoluer, qu'on voit grandir sur un week-end. En fait, on voit Oui, qu'en week-end, c'est tellement de choses différentes que, ok, sa crise d'angoisse, elle arrivait assez tard. Moi, ça m'a pas du tout, enfin, j'ai pas du tout eu cette réflexion qu'elle soit arrivée au final assez tard. Et en fait, on comprend pourquoi elle agit comme ça. On comprend pourquoi elle fait ces actions-là qui sont du coup contre-productives pour ses meilleures copines qu'elle avait de base. Et en plus, sachant que c'était quand même le dernier week-end qu'elle passait avec ses meilleures copines. En fait, on comprend pourquoi elle est déstabilisée. On comprend pourquoi elle agit comme ça sans forcément avoir du coup, de réflexion et qu'elle se laisse guider par ses émotions. Parce qu'en fait, elle est chamboulée, elle sait pas comment réagir face à cette situation où elle sera plus avec ses meilleures copines, qui sera pas, du coup, c'est un gros changement, surtout à 13 ans. Et, euh, et ça, je trouve ça vraiment très très cool qu'ils aient justement pris le temps et qu'il n'y ait pas de méchants en fait dans ce film-là. Même ces nouvelles copines qui sont plus grandes que Riley, elles sont pas méchantes en soi, on n'a jamais vu de. Enfin, ça se passe bien avec elle. C'est juste Riley qui se monte la tête elle-même et qui s'imagine, qui se crée des films, de scénarios possibles à cause d'anxiété justement. Et même anxiété, au final, elle est pas méchante en soi. Enfin, tout le monde a un peu, enfin tout le monde. Enfin, tout le monde est anxieux. Il y en a plein qui sont en mode relax. Moi, je la dis comme ça et tant mieux pour eux. Mais il y en a plein qui montent le stress. Ça va être quelque chose de soit galvanisant qui peut justement pousser les gens à aller plus loin, etc. Ou au contraire, ça peut les mener à leur perte et à plus faire grand chose, comme Raëla aurait pu aller dans la direction, dans cette direction-là, quoi. Et du coup, c'est l'anxiété qui, en fait, il faut un juste milieu. C'est comme le 1 où il fallait un juste milieu avec joie et tristesse. Là, il faut que l'anxiété, elle agisse, mais doucement et tranquillement, et qu'au final, il y ait la communication entre les différentes émotions, quoi. Et ça, c'est super intéressant. ouais, complètement. Enfin, moi, en termes de réflexion, là, on va dire thérapeutique dans l'idée. Je trouve que c'est super intéressant, justement, que dans un cas comme dans l'autre, il y a un problème. C'est-à-dire, dans le cas de joie, moi, je m'identifie pas mal à ce personnage qui est excessivement optimiste, en fait, et positif. Ouais. Et ça, c'est pas possible, en fait. À un moment donné, tu as des désillusions, c'est pas possible. Tu vas te casser la figure à un moment donné si tu raisonnes trop comme ça. C'est trop excessif. Et de l'autre côté, justement, anxiété, qui là est dans le dramatisme absolu, où tout foire constamment. Et du coup, dans un cas, bah, tu peux être constamment déçu dans le cas de joie. Et elle le dit à un moment, elle pète un plomb, en fait, hein, elle en a marre. Ça, c'est un très bon passage, assez surprenant en termes de dialogue, parce que c'est assez cru, quand même. Et après, on a anxiété qui, elle, bah, justement, est dans la prophétie auto-réalisatrice. C'est-à-dire que si ça foire, bah oui, enfin, elle provoque elle-même le foirage, quoi, c'est sûr. Si tu te persuades que ça va foirer, en général, ça va foirer, je pense. Et à mon avis, toute personne est un minimum anxieuse. Les gens qui disent qu'ils sont pas anxieux, même un petit peu, moi je dis, il y a anguille sous roche. Et anguille, ce n'est pas une émotion encore, ou même la roche. Oh, j'y pense. Est-ce que tu as envie de parler du personnage? J'ai noté son nom parce que vraiment très drôle. Banana Outil. Ah, mais justement, j'allais t'en parler de ça. Mais ça, je t'en parler plus d'un point technique. Au niveau Ah, technique, je trouve ça génial qu'ils aient mélangé la 3D et la 2D, mais ils l'ont si bien fait. Et j'adore ça parce que je suis fan s'ils arrivent à renouveler la 2D du coup dans les films d'animation, mais je suis venez et faites ça parce qu'en fait le mélange là il marche trop bien. Des fois il y a des mélanges où ça a été mal fait où ils mettent de la 3D, même des images synthétiques dans des films d'animation, t'es en mode oulala qu'est-ce qu'ils font, etc. Ça marche pas du tout, ça matche pas du tout. Mais là c'est en parfaite adéquation. La banane qui du coup est en 2D parce que c'est un dessin animé que Raëlla avait vu quand elle était enfante, où il y avait une banane un peu comme Dora l'exploratrice avec son sac à dos et sa carte, je sais plus, et qui du coup qui arrive et qui est en 2D comparé au reste du film qui est en 3D. Et mais enfin, ça m'a pas du tout choqué et au contraire, ça rendait super bien à l'image. Je trouve ça super beau. Et j'étais en mode bah enfin, genre refaire revenir à la mode le 2D, c'est trop bien quoi. Et ouais non, ce petit personnage-là, il est adorable. Puis même c'est un running gag incroyable dans le film. Très attachant. Pourtant, on l'a pas vu tant de fois que ça, hein. c'est exactement la réflexion que je me faisais. C'est-à-dire là, en le revoyant, je me suis dit, mais en fait, on le voit quasiment pas. Mais alors, par contre, ça fonctionne à tous les coups. C'est-à-dire, ce personnage, ça fait un peu l'unanimité, fait littéralement exploser de rire tout le monde, même les personnes en général qui ont des réticences justement avec ce film. Ça a fait toucher nous, notre génération, qui avons vu Dora l'exploratrice et nos parents qui nous ont vu voir Dora l'exploratrice.
Les enfants d'aujourd'hui, je ne sais pas, ils connaissent Dora l'exploratrice, mais je crois qu'ils la connaissent en 3D. Ouais, ils connaissent pas trop. Mais tu sais qu'il y a Dora l'exploratrice en 3D maintenant, mais je suis un gros doute, hein. Ils Déjà, t'es un peu connaissent plus moins. âgé. Tu sais, moi, déjà, Dora. En vrai, Dora, j'ai très très peu vu parce qu'elle me faisait peur. Ah, toi aussi? Oui. Je préférais Shipper à Dora, je ne sais pas pourquoi, déjà d'une, c'est trop bizarre, genre j'étais attachée à Shipper. Enfin bref, c'est un autre sujet. Je sais pas du tout si Dora était vue aux États-Unis ou pas, parce qu'en fait, pour moi, ça m'a vraiment fait penser à ça. Il doit y avoir d'autres cultures de ça, mais est-ce que Dora était du coup une animation qui était vue aux États-Unis ou pas du tout? Alors, je sais pas Moi, si je ça fait pense que l'international, oui. une référence à ça. Enfin, je vois pas d'autres. Possiblement, il y a d'autres références dans d'autres dessins animés, mais je vois pas autre chose. Moi, je pense que les Américains, en tout cas, connaissent parce qu'il y a eu un film en 2019, je crois, de Dora. Et il me semble que c'était un film américain. Et moi, quand j'étais Ok. petit, quand j'étais en maternelle, le mercredi, je m'amusais beaucoup. J'avais droit à un cours d'anglais avec Dora, justement, d'où le trauma. J'expliquais bien des Ah oui. choses. Mais c'est vrai que le personnage de la banane est. Enfin, moi, il m'a vraiment fait hurler de rire parce que moi, c'est vraiment cette fascination de me dire, c'est bête comme les pieds. Enfin, en soi, c'est idiot comme idée. Mais à la fois, c'est vrai que ça permet d'avoir des simplicités scénaristiques de fou, mais elles sont bienvenues parce que tu rigoles. Et c'est juste hyper appréciable parce que bon, voilà, le scénario, c'est un peu l'autoroute, mais c'est pas grave. Enfin, on s'en fiche au final. Ce qu'il faut, c'est comment dire, un parcours de personnage et là, on n'en manque pas. Donc, oui, il peut y avoir des personnages qui sont là un peu de manière fonctionnelle. Mais même ça, c'est bien géré parce qu'à un moment, justement, ils vont dans une prison où c'est tous les endroits oubliés, justement, de Wiley qui sont un peu bon occultés volontairement parce il y a de la honte derrière et il y a un gros personnage à un moment où je me suis dit oh j'ai peur qu'il soit là en Deus ex machina, c'est-à-dire vraiment il vient débloquer une situation et à un moment je me suis dit quand ils appellent la sacoche, parce qu'à un moment ils appellent la sacoche pour se débloquer une situation, je me suis dit oh non, ils vont appeler le gros monstre qui va dérouiller anxiété tout ça, mais non, on n'est pas dans ce délire là du tout en fait, on appelle juste la banane pour rigoler puis le personnage lui on le revoit juste en scène post générique parce que il faut juste le revoir en scène post générique, ça suffit. C'est aussi cette scène-là où on est dans les oubliettes du cerveau de Riley, comme les émotions que Joie a voulu faire disparaître, enfin, les mauvaises souvenirs, pardon, les souvenirs, que ça y est aux oubliettes. Je trouve ça aussi très incroyable parce qu'en fait, c'est comme l'être humain fonctionne. Quand il y a quelque chose qui nous a gênés, ou on a eu honte, ou justement on veut oublier parce que on peut aller plus loin sur un trauma, ou c'est refoulé, en fait, potentiellement, ça peut toujours revenir. Et il y a cet aspect-là qu'ils ont mis quand même en avant, pourtant c'était pas du tout le sujet du film. Mais ils l'ont Oui. quand même mis dans le scénario, je trouve ça génial. C'est pour ça que, comme tu dis, l'aspect redondance et le fait que le scénario ce soit une autoroute, ça gêne pas du tout parce que c'est vraiment le chemin en fait d'aller de A à B qui est super intéressant. Et du coup, ouais, que le scénario on sache où ça aboutisse, ça ne les gêne aucunement. J'en profite, tiens d'ailleurs, j'y pense. Oubliette, ne regardez jamais, si vous ne l'avez pas encore vu, tant mieux, le film de Michel Hazanavicius qui s'appelle Le Prince oublié, où les questions d'oubliette, ça pompe à fond vice-versa 1, et c'était pas bien du tout. Il est sorti quand? Il est sorti en 2020. Ok, d'accord. C'est un traumatisme également que j'ai refoulé, mais je viens de m'en souvenir, voyez-vous. Mais c'est très drôle parce que dans les oubliettes, on a justement un personnage de jeu vidéo en soi. Et c'est très drôle parce qu'en fait, le principe de ce personnage, c'est qu'il ne peut rien faire, il ne peut pas combattre. En fait, il se prend juste des volets et il se retrouve à faire des roulés-boulés. Et c'est très drôle parce que ce personnage, ensuite, est utilisé dans le monde imaginaire de Riley. Et on comprend que c'est un peu une sorte de crush, c'est un peu ça, hein, un peu l'un des crushs, un peu le top 4, comme ils le disent, des crushs de Riley. Enfin, ça confirme complètement ce que tu dis, c'est que tu sens qu'ils ont été oubliés sûrement pour une raison assez désagréable. Mais bon, tu peux jamais rien oublier complètement. C'est pas si simple. Mais ça, du coup, je reviens sur le point que j'avais dit que c'était un film Pixar qui était comique, mais pas tant que ça comparé à d'autres. Je me fais rappeler des souvenirs de ce film qui fait que oui, en fait, des fois, ce film il est vraiment très très comique, surtout cette partie-là. Même la partie où elle mange des aliments, et tu vois que du coup, en fait, ça va dans ses pensées, Oui, et que du coup, les ça brocolis. goûte, et c'est très drôle, oui, les brocolis, par exemple. C'est aussi un running gag, parce que du coup, dans le 1, c'est revenu, les brocolis, c'était quand même une des premières scènes, je crois qu'on a vu. C'est plein de choses comme ça qui sont très très drôles. Le personnage du jeu vidéo, il est très très cool, parce qu'en fait, ouais, du coup, c'est vraiment s'identifier à Riley, n'importe quel âge, moi. On peut avoir 90 ans, bon, peut-être pas 90 ans, je sais pas. Mais on peut s'identifier à Riley depuis que les jeux vidéo ont été amenés enfin, ont été démocratisés, quoi. Jasmine la jeuniste, vraiment, c'est un scandale. C'est un scandale. Dimitri, il faudrait que t'invites quelqu'un qui a 90 ans pour qu'on puisse en discuter avec la Je personne. croyais que tu avais 90 ans. Je me suis trompé en fait. J'ai mal fait les calculs. Parce que je voulais juste rebondir là-dessus, parce qu'on parle en rigolant à de personnes âgées. Mais on a d'ailleurs le personnage de nostalgie dans les émotions et c'est un personnage très rigolo quand même. Et je sais pas ce que t'en Ah, penses. Moi, je vais bien. Vas-y, vas-y.
J'ai plus tout. Vas-y. La petite critique que je pourrais faire à The Witcher 2, c'est nostalgie. Moi, la nostalgie, on peut ressentir de la nostalgie à n'importe quel âge. Je trouve ça dommage qu'il la repousse en mode non, c'est pas encore le temps de venir. D'accord. Mais après, c'est une toute petite critique, hein, c'est pas grand-chose. Mais après, c'est aussi une façon de faire rire les spectateurs. Mais je trouve ça dommage, ils auraient dû mettre peut-être une autre émotion que nostalgie, parce que nostalgie, non, on peut la ressentir à tout âge pour moi. Alors, quand je suis partie du CM2 et que quand j'allais au collège, j'étais dégoûtée, j'étais triste et j'étais nostalgique de ma primaire, hein. Peut-être que Oui, j'étais ça tôt, je sais pas, mais pour moi, c'est une émotion qui aurait sa place, même si on a déjà beaucoup. Jasmine a 2 jours. Oh, je suis tellement nostalgique de quand j'avais un jour. C'était je faisais 1 centimètre de moins. Ça, c'est très drôle. Mais ouais, je suis vrai que je suis d'accord avec toi. Mais après, bon, j'ai vraiment pris ça comme une blague et je me dis, ça peut faire l'objet, Oui. justement, je voulais faire là-dessus, je sais pas ce que tu en penses, mais ça peut faire l'objet d'une suite, justement, d'un Vice-Versa 3. Mais moi, je t'avoue, et tu vas me dire ce que tu en penses, mais si on essaie de se projeter, je pense que soit on continue avec le personnage de Riley et on peut arriver peut-être à l'âge adulte, mine de rien, voire même, ouais, adulte confirmé, voire même hyper âgé, hein. Moi, je pense que ça serait bien, justement, une grand-mère. Et ça pourra aussi être un autre personnage que Riley. Et l'idée qu'on évoquait tout à l'heure, prendre quelqu'un, je sais pas, un truand, quoi, quelqu'un qui est pas forcément sympathique. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, mais je suis pas sûre de ça parce que l'aspect qu'il n'y a pas de méchant dans le film, qu'il n'y ait pas de méchant, enfin qu'il n'y ait pas de personne gentille ni bonne, enfin mauvaise ni bon, bah, c'était déjà dans le 1, c'est déjà dans le 2. J'ai pas envie qu'il y ait un méchant non plus, ou alors qu'il fasse vraiment un vice-versa, enfin 3 ou un autre vice-versa sur quelqu'un d'autre, que ce soit vraiment que ça, genre, je sais pas, sur un psychopathe ou autre, où là justement l'empathie elle n'est pas du tout présent, et là il manque quelque chose. Mais Moi, sur un président ça de la République, ça me plairait bien. Ouais, non, ça serait pas mal. à toi d'écrire le scénario, Dimitri, sinon. Ouais, et puis vous y voyez les références à l'actualité que vous voulez vous entendre, hein. Pas de problème. Non, mais c'est vrai. Mais non, ça pourrait être. Non, mais en fait, je vais préciser le fond de ma pensée. Ma pensée, attention. C'est pas le brocoli, ma pensée. Je tiens à préciser. Mais moi, je pense qu'il faut s'arrêter là. Mais vu comment ça cartonne, je pense qu'on n'est pas complètement idiot si on commence déjà un peu à envisager la suite. C'était plus dans cette idée-là, hein, disons. Mais là, après, c'est un peu facile. On est là à faire de la fanfiction. On peut dire un peu balancer une idée comme ça, hyper casse-figure, et puis, et puis débrouillez-vous avec ça. Vous avez des idées, dites-les-nous aussi, hein. Tu vu, je te fais de la Oui, pub bien pour les sûr, commentaires. n'hésitez pas. C'est vrai que, waouh. Alors, je vous informe que Jasmine reprend la chaîne, en fait. C'est la 300e vidéo. Et je m'étais dit que j'arrêterais à 300 vidéos. En plus, c'est vrai, hein, révélation, je m'étais vraiment dit ça au début de la chaîne. Au bout de 300 vidéos, j'arrête. Ah bon? Donc, ouais, bon, ça fait longtemps que j'ai laissé tomber l'idée, mais là, je viens d'y repenser. Donc, c'était resté dans ma mémoire, c'était refoulé. Bah écoute, c'est pas pour te chasser, mais je crois que tu dois vaquer à d'autres occupations et je suis épuisé de discuter en podcast. Haha, grande blague. Ouais, dans le Voilà. flux de mes pensées, aux tomates, si tu veux savoir. Non, je pense aux tomates, parce que pour préciser, je dois faire 2 tartes aux tomates. Enfin, pas des tartes, c'est des sortes de quiches, mais je sais pas trop comment appeler ça. Raconte sa vie, en plus, c'est pas possible. Pour terminer, parce que c'est pas vraiment en cacahuète, mais c'est la 300e, il faut se faire plaisir. Enfin, il faut se faire plaisir tout le temps d'ailleurs. Mais petite question pour finir, un Pixar là que tu recommanderais dans les récents justement. Parce que, petite précision, mais souvent Pixar ça déçoit beaucoup. Et même ce vice-versa 2, il déçoit pas mal de gens. Du coup, pour essayer d'invoquer le retour de Pixar, voilà, pour terminer. Laisse-moi réfléchir. Un qui date de pas très longtemps. Ouais. Toy Story, le dernier, ça rentre dedans ou pas? Ouais, vas-y, 2019, allez, on prend jusqu'à 2019. J'ai trop du mal. Là, tu me poses une colle, hein. Tu poses une sacrée colle. C'est dur de définir un Pixar parce que le Pixar, moi, j'aime bien qu'il tente des choses. J'aime bien qu'il se foire aussi un peu parce qu'il y a une grande période d'âge d'or de Pixar, je trouve, jusque avec les Toy Story qui sont sortis. Ça a un peu bad buzzé, entre guillemets, avec Buzz Éclair. Moi, j'ai bien aimé pourtant Buzz Éclair. En fait, moi, je suis vraiment pas objectif. C'est pas à moi qu'il faut demander ça parce que je suis pas du tout objectif sur les Pixar. Mais C'est non, comme mais on si tu s'en me fiche, demandais. on est jamais objectif. Pas objectif? Bah, on va dire. Ah là, oui, il date de 2009. Je suis sur la page pour savoir les dates des films. Moi, en vrai, je conseillerais Soul, même si tu veux pas que c'est ta chaîne et que tu l'as détruit apparemment. Je conseille Soul. Parce que Soul, pour moi, c'était vraiment un beau film sur les passions Ok. que les êtres humains ils ont. Et j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment un hold-up, hein, parce que conseiller Soul pour ma 300e. Oui, Écoutez, moi, ce sera plutôt en avant. Je sais pas si tu l'avais vu en avant, mais moi, c'est en avant, vraiment. j'ai pas vu. Ah ouais, bah, il faut le voir. Super Pixar. Dernièrement, il y avait Élémentaire qui était sympa et celui-ci aussi de Vice Versa 2, mais sinon, il y a eu un petit problème, je dirais, pendant quelques années. À mes yeux, hein, c'est subjectif de toute façon,
Bien évidemment. Eh bien, en tout cas, Jasmine, un grand merci pour ta participation. Ça faisait plaisir de t'avoir sur la chaîne pour la première fois en soi. Et je l'espère, la dernière dont je présente. Allez donc écouter sur Spotify et sur YouTube notre podcast Lumière sur Toile. Et sur la chaîne, on se retrouve prochainement pour la FAQ. Je vais répondre à vos questions que vous m'aviez posées. Et puis, vers l'infini et l'au-delà, non? Pour Vers dire au revoir. l'infini et l'au-delà. Ouais!